Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à tous, c'est le grand retour de l'émission Les joies de l'éco-construction sur les ondes de Radio Taïwan International. En effet, je me suis plutôt concentrée ces derniers mois sur l'émission Taïwan dans toute sa diversité avec une série sur les droits humains. Aujourd'hui, après avoir effectué des reportages sur la côte est de Taïwan, près de Taidong, je reviens enfin avec de nouvelles choses à raconter pour les joies de l'éco-construction. Après cette absence, quoi de mieux que de réviser les bases ? Alors commençons par la terre crue. Pour cela, je vais vous parler d'un stage organisé par le Centre de formation de design en permaculture Earth Passengers, passagers de la Terre, à Dulan, entre la montagne et l'océan Pacifique. Vous vous souvenez peut-être de Peter et Huiyi qui sont à l'initiative de ce centre, car j'avais notamment fait un reportage sur leur magnifique maison qu'ils ont construite eux-mêmes, entourée d'un jardin-forêt et de potager. Le stage en éco-construction proposé cet été dans ce centre présentait 3 techniques en 3 jours. C'était peut-être un peu ambitieux, mais cela permet de mettre le pied à l'étrier pour des personnes qui ont un projet personnel d'éco-construction et surtout, ça permet de comparer les caractéristiques des différentes techniques pour savoir laquelle est la plus adaptée au projet. Pour commencer, Peter et Huiyi ont fait le point sur ce qu'est l'éco-construction. Il s'agit bien sûr d'utiliser des matériaux naturels pour construire. Toutefois, même s'ils sont conscients que certaines personnes ne sont pas d'accord avec eux, Peter et Huiyi ne sont pas des puristes. Ils utilisent parfois d'autres matériaux. Par exemple, pour leur maison, ils ont dû faire poser une structure en acier en raison de la réglementation et pour prendre moins de risques dans leur région souvent touchée par des typhons et des séismes. Mais tout le reste est en matériaux naturels ou de récupération. L'éco-construction, c'est aussi une question de design. Comment, grâce au design du bâtiment, faire en sorte qu'il consomme moins d'énergie par la ventilation naturelle ou encore l'orientation par rapport au soleil, par exemple. À ces 2 éléments, matériaux naturels et design bioclimatique, Peter et Huiyi ajoutent un 3e, le comportement des habitants. Pour bénéficier de la ventilation naturelle, il est important d'ouvrir et de fermer les fenêtres au bon moment, par exemple. Peter et Huiyi ont rappelé les principes mis en avant par Ayanto Evans dans son livre « The Hand-Sculpted House », qui est un peu la Bible, entre guillemets, des constructeurs en terre crue à Taïwan. C'est donc un peu comme leurs 10 commandements, si vous me permettez cette comparaison. Alors, d'abord, ne pas construire plus grand que ses besoins et faire selon ses moyens. Utiliser les matériaux naturels disponibles à proximité ou des matériaux de récupération. Privilégier la réhabilitation du bâti existant plutôt que de construire du neuf. Essayer de se faire prêter des outils ou les fabriquer soi-même. S'entraider, bien sûr, ce qui permet plus d'autonomie, notamment en évitant de s'endetter sur des dizaines d'années pour acquérir un lieu de vie. Accepter le fait que les matériaux naturels s'abîment avec le temps et qu'il faut les entretenir. S'inscrire dans le paysage et ne pas bloquer la vue des voisins. Apprendre comment les gens construisaient autrefois dans la région et comment ils se protégeaient des risques naturels pour s'en inspirer. Accepter la lenteur du processus de construction et enfin construire et décorer en même temps. Après cette révision théorique, place à la pratique. Pour construire en terre, vous vous en souvenez peut-être si vous avez suivi mes émissions, il faut d'abord faire des tests pour savoir si la terre que l'on pense utiliser est suffisamment argileuse et quelle proportion de terre il faut mélanger au sable en fonction de sa teneur en argile. Cela n'a rien à voir avec la couleur de la terre. Une terre rouge n'est pas forcément argileuse. Nous avons mis de la terre dans un peu d'eau, secoué, puis laissé décanter dans une bouteille. Le sable plus lourd se dépose en bas, puis les siltes et enfin l'argile au-dessus. Pour savoir si la terre est suffisamment argileuse pour construire, nous avons aussi frotté la terre entre nos mains pour faire des boudins. S'ils sont assez longs et ne se cassent pas trop vite, c'est possible d'utiliser cette terre pour construire. Rappelons que la terre qu'on utilise se situe à au moins 30 cm de profondeur. Ce n'est pas la terre pleine de matière organique qui se trouve en surface. Quand on construit en terre, il n'y a pas de recette toute faite. La proportion du mélange avec le sable dépend de sa composition. Pour déterminer quelle était la meilleure formule, nous avons fabriqué des briques avec des proportions différentes de sable et de terre pour voir laquelle est la plus solide et ainsi savoir quel est le bon mélange pour construire. Peter a aussi une autre méthode insolite, c'est de malaxer les différents mélanges près de l'oreille. Il peut reconnaître au son si le mélange est trop sablonneux. Il faut quand même une sacrée expérience pour pouvoir le faire.
Alors revenons aux 3 techniques enseignées pendant ce stage. C'était tout d'abord la bauge, qu'on appelle en anglais cob et en mandarin tutuan ou boule de terre. Cela permet de rendre les murs porteurs, c'est-à-dire que le toit peut reposer dessus. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Les 2 autres techniques que nous allons voir aujourd'hui consistent plutôt à utiliser la terre en remplissage des murs lorsqu'il y a déjà une structure. La technique traditionnelle taïwanaise Zhubian Jia Ni Qiang, c'est-à-dire les murs en bambou tressé recouverts de torchis, et la technique de la terre allégée qu'on appelle en anglais light straw clay, qui consiste à mettre en œuvre dans un coffrage de la paille trempée dans de la barbotine d'argile. Bien sûr, il existe encore d'autres techniques de construction en terre crue, comme le pisé, les adobes ou encore la construction en sac de terre. Peter et Huiyi rêvaient de construire une maison en bauge, mais leur terrain était très sablonneux avec une tendance à absorber tout ce qui est lourd. Une maison en bauge aurait été trop risquée. Ils ont donc opté pour une structure en acier et un remplissage des murs avec des techniques légères, au rez-de-chaussée le torchis et à l'étage la terre allégée. Pour les bambous tressés recouverts de torchis, il faut d'abord faire des cadres en bois dans le mur, couper des bambous et les fendre et encastrer quelques bambous à l'horizontale en creusant des trous d'environ 1 cm sur les côtés intérieurs du cadre, tous les 10 cm environ. Ces bambous horizontaux doivent être bien encastrés dans les trous du cadre, bien stables, la solidité du mur en dépend. Il faut ensuite faire passer verticalement des lames de bambou par-dessus puis par-dessous, un peu comme une tresse ou un tissage. Il faut bien sûr enlever les nœuds à l'intérieur de ces lames de bambou pour qu'ils soient plus souples et utiliser du bambou jeune, sinon il se brise quand on le courbe pour le tresser. Il faut insérer les lames de bambou en alternance avec la peau d'un côté et de l'autre pour que le torchis adhère bien de la même manière partout. Bien sûr, tout cela est beaucoup plus clair sur les photos que je vous invite à aller voir sur le site internet de cette émission. À ce stade, on a une très belle structure en bambou, d'ailleurs c'est tellement joli que ça suffirait presque. Mais ça ne protège pas de la pluie ni des moustiques. Alors passons à l'étape suivante, la préparation du torchis pour combler les trous dans les murs. On mélange tout d'abord dans une grande baignoire de la terre argileuse et le double de sable, tandis que d'autres personnes coupent de la paille en morceaux de 1, 5 et 10 cm. L'idéal, selon Peter, c'est d'avoir une grande diversité de brins de paille. On ajoute cela dans la baignoire et on remélange en foulant avec les pieds. Pour obtenir une mixture plus collante, il est possible d'ajouter de la farine de blé ou encore mieux de la farine de riz gluant, farine qui peut d'ailleurs être périmée, et oui, rien ne se perd. Cette farine doit d'abord être diluée dans de l'eau froide, puis dans de l'eau bouillante. Laissez refroidir et ajouter dans la baignoire le jour même pour éviter que ça ne fermente. En parallèle, d'autres peuvent préparer du coulis de chocolat, ou plutôt de la barbotine d'argile. En apparence, on dirait que c'est la même chose, mais au goût, c'est pas tout à fait pareil. En chinois, la barbotine d'argile, nijiang, est surnommée xiaokelijiang, coulis de chocolat, pour rigoler bien sûr. Comment l'obtenir ? Eh bien, c'est très simple, en mixant tout simplement de la terre argileuse et de l'eau. On va d'abord enduire de barbotine les bambous tressés, puis c'est parti pour le torchis. On utilise la paume de la main pour recouvrir le torchis du bas vers le haut, en secouant un peu la main pour faire pénétrer le torchis entre les bambous. Puis on utilise une truelle ou une taloche pour aplanir. Le mieux, c'est de travailler en même temps avec une autre personne de l'autre côté du cadre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce qui est impressionnant avec la technique traditionnelle taïwanaise Zhubian Jia Ni Qiang, c'est que le bambou, quand il est à l'intérieur de la terre crue, peut se conserver des dizaines d'années sans s'abîmer, tant qu'il est bien recouvert grâce aux propriétés d'absorption d'humidité de la terre. Quant à la technique de la terre allégée, que nous sommes allés tester chez une ancienne élève d'Earth Passengers, en anglais ça se dit light straw clay et en chinois Qing Cao Nijiang. De quoi s'agit-il ? Eh bien, toujours dans un cadre en bois de 7 ou 8 cm d'épaisseur au minimum, il s'agit de faire un coffrage dans lequel on va venir tasser de la paille en pagaille, trempée dans de la barbotine d'argile. À l'intérieur du cadre, on plante des clous en les laissant dépasser d'une dizaine de centimètres pour que la paille accroche bien. On fixe d'abord des planches de bois à l'arrière du cadre et à l'avant, on met d'abord une planche, puis on bourre avec de la paille préalablement trempée de barbotine à l'aide d'un bâton. Puis on met une deuxième planche et ainsi de suite jusqu'en haut.
Après 24 heures, on peut enlever le coffrage et, au miracle, le mur que nous avons construit tient. Cette technique a plusieurs avantages. Elle permet de construire des murs légers. On n'a pas besoin d'utiliser du sable, car vous savez peut-être que l'extraction du sable de rivière utilisé pour la construction a un impact négatif sur les écosystèmes des rivières. En plus, la terre allégée, c'est avant tout de la paille, qui permet une très bonne isolation thermique. Bien sûr, une fois le mur construit, l'idéal est de l'enduire à la chaux pour le protéger des intempéries. J'espère que tout cela n'aura pas été trop technique, c'est certainement plus facile à comprendre en regardant les photos sur le site internet. La semaine prochaine, je vous présenterai l'autre technique enseignée pendant ce stage, la bauge, qui a l'avantage de permettre de construire des maisons rondes que l'on peut même sculpter. Voilà, c'était Sasa pour RTI, je vous dis à mercredi prochain.